De façon surprenante, beaucoup de gens aujourd'hui pensent que notre planète actuelle offre l'environnement le plus hostile qui soit pour l'être humain. Et ils se plaignent de ces changements climatiques incessants qui les obligent tantôt à s'emmitoufler dans des fourrures, tantôt à se débarrasser de tous leurs vêtements à cause de la chaleur écrasante. Ils n'aiment pas non plus les animaux modernes, serpents venimeux, crocodiles aux dents acérées, insectes piqueurs. Et ils s'imaginent qu'autrefois, l'air était pur, les températures agréables et que les animaux étaient doux et inoffensifs. Certes, à l'ère mésozoïque, les dinosaures gigantesques et féroces ont dominé la Terre, mais comme ils ont disparu assez rapidement, ces gens pensent que, bien avant eux, notre planète n'abritait que de petites créatures inoffensives, semblables à des souris. Est-ce aussi ce que vous croyez ? Alors, abonnez-vous tout de suite à cette chaîne. Ou bien pensez-vous que ce n'est pas du tout le cas ? Dans ce cas, vous êtes sûrement déjà abonné, pas vrai ? Bonjour à tous ! Mais si l'on envoyait ces gens dans le passé, à l'aide d'une machine à remonter le temps, et qu'ils se retrouvaient nez à nez avec un gorgonopsien surgissant d'un bond, leur rêve d'une terre paradisiaque volerait en éclats en un instant. Depuis sa naissance jusqu'à la dernière période glaciaire, l'histoire de la Terre est une succession ininterrompue de catastrophes, digne d'une série d'horreurs qui dure depuis 4,5 milliards d'années. Ici Père Duchesne. C'est parti, commençons. De la fournaise au froid extrême. Avant que les dinosaures ne prennent le contrôle des océans et des terres, la Terre a dû suivre un parcours incroyablement difficile. À l'époque où ni le Soleil, ni la Terre, ni même les autres planètes n'existaient encore, d'immenses nuages de gaz, composés principalement d'atomes d'hydrogène et d'hélium, flottaient dans l'immensité de l'univers. À l'échelle cosmique, ces nuages auraient continué à dériver indéfiniment, s'il n'y avait pas eu, à proximité, plusieurs explosions de supernovas. Mais les ondes de choc de ces explosions ont brutalement comprimé le nuage, faisant grimper la température en son centre, jusqu'à ce que la fusion nucléaire démarre. C'est ainsi qu'il y a 4,5 milliards d'années, le Soleil s'est enfin mis à briller. Toutefois, ce Soleil n'avait rien à voir avec celui que nous voyons aujourd'hui dans notre ciel. Il était bien plus instable et émettait beaucoup moins de chaleur. Et la Terre dans tout ça ? À cette époque, notre planète commençait elle aussi à prendre forme à partir de poussière et de gaz issus de l'espace en un disque tourbillonnant. Ce disque attirait peu à peu les poussières environnantes, les petits débris et même des astéroïdes, devenant de plus en plus massifs jusqu'à former un noyau métallique solide. Sous l'effet d'une immense gravité, ce noyau s'est réchauffé jusqu'à atteindre une température incroyable de 6000 degrés, formant autour de lui un noyau liquide en fusion. Les mouvements de convection entre ce noyau solide et le noyau liquide environnant ont alors engendré une sorte de générateur naturel au cœur même de la planète. C'est ainsi que le champ magnétique terrestre a vu le jour. Ce champ magnétique, véritable bouclier naturel, protège encore aujourd'hui nos vies si fragiles contre les plus violentes radiations cosmiques. Bien sûr, à l'époque, il n'y avait encore aucune forme de vie à protéger. La Terre n'était alors qu'une boule de magma en fusion, rougeoyante et bouillonnante. Et c'est à ce moment-là que la jeune Terre a connu sa toute première grande catastrophe. Elle a attiré à elle une protoplanète voisine, baptisée Theia par les scientifiques. De leur collision est né un immense nuage de débris, qui s'est peu à peu aggloméré pour donner naissance à notre mystérieux satellite naturel, la Lune. Preuve que parfois, un partenaire de vie peut surgir d'un choc frontal. Fait étonnant, juste après cette collision, la Terre tournait sur elle-même non pas en 24 heures comme aujourd'hui, mais en à peine 5 heures. Cela dit, avec le temps, l'attraction gravitationnelle de la Lune a progressivement ralenti cette rotation. Même ainsi, il était impensable de qualifier la Terre de « vivable » à cette époque. L'idée même d'y voir des êtres humains, ou même des dinosaures, relevait du pur fantasme. La planète était recouverte de flots de magma et des pluies de météorites s'abattaient continuellement depuis le ciel, rendant toute forme de vie impossible. La Terre ressemblait alors à une version infernale de Vénus,
couverte de volcans et constamment battue par des pluies acides. Et pourtant, contre toute attente, il y a 3,7 milliards d'années, les premières formes de vie sont apparues sur cette planète hostile. Il s'agissait de micro-organismes unicellulaires capables de vivre sans oxygène, car l'atmosphère terrestre n'en contenait pas encore. Pendant près de 2 milliards d'années, ces formes de vie primitives ont lentement édifié des piliers calcaires appelés stromatolites, dans les eaux peu profondes des côtes chaudes. On retrouve encore aujourd'hui leurs traces, vestiges de l'ère archéenne, la plus ancienne de l'histoire géologique. Ces êtres vivants très primitifs ne possédaient même pas de noyau cellulaire. Grâce à leur structure extrêmement simple, ils ont survécu jusqu'à nos jours et peuvent encore vivre dans des sources chaudes à plus de 100 degrés ou dans des eaux glacées et fortement acides. Voilà ce qu'on appelle véritablement la force de la persévérance. Petit à petit, certains de ces microbes ont appris à pratiquer la photosynthèse. Au départ, tout l'oxygène produit servait à oxyder les roches riches en fer. Mais il y a environ 2,45 milliards d'années, cet oxygène a commencé à s'accumuler et à s'échapper dans l'atmosphère, déclenchant ce que l'on appelle aujourd'hui la grande oxygénation. Pour les êtres vivants qui n'avaient pas besoin d'oxygène, ce gaz était littéralement un poison mortel. La Terre connut ainsi sa toute première catastrophe biologique, et les organismes qui en furent les victimes devinrent, bien plus tard, la source de nos plus anciens hydrocarbures. Au début du Protérozoïque, il y a environ 2,46 milliards d'années, la concentration d'oxygène dans l'atmosphère atteignit 2%, soit 1/10 de celle de l'air que nous respirons aujourd'hui. À titre de comparaison, au sommet de l'Everest, la faible pression rend l'air aussi difficile à respirer que s'il ne contenait que 7% d'oxygène, ce qui oblige les alpinistes à porter des masques. Autrement dit, dans une atmosphère ne contenant réellement que 2% d'oxygène, nous serions morts étouffés instantanément. Inutile donc de faire apparaître un tyrannosaure pour imaginer l'horreur de la situation. Avant cela, l'atmosphère terrestre était dominée par le méthane et le dioxyde de carbone. Et ce sont ces gaz-là qui étaient responsables de l'effet de serre que nous redoutons tant aujourd'hui. Mais à l'époque, cet effet de serre permettait à la Terre de maintenir une température relativement clémente. Cependant, à mesure que l'oxygène dévorait le méthane, l'effet de serre s'est affaibli, entraînant une chute brutale des températures. La hausse de l'oxygène atmosphérique n'a donc pas rendu la Terre plus agréable à vivre, bien au contraire. Nous aurions plutôt gelé sur place, car c'est à ce moment-là qu'a débuté la plus longue glaciation de l'histoire terrestre, la grande glaciation huronienne. Elle a duré plus de 300 millions d'années, transformant la Terre, autrefois semblable à Vénus, en une véritable planète de glace, où les températures plongeaient entre -20 et -70 degrés dans certaines régions. Inutile de dire qu'un tel climat n'était guère propice à l'émergence de la vie. Et pourtant, quelques formes de vie ont survécu tant bien que mal. Des micro-organismes comme les cyanobactéries et les archées, déjà présents auparavant. On aurait pu croire que la vie allait rester figée pour toujours à ce stade primitif. Alors, d'où sont sortis les dinosaures et même les humains ? Notre sauveur, ce fut le Soleil. Durant les 300 millions d'années qui ont suivi le début de la glaciation, le Soleil a intensifié sa chaleur, faisant fondre une grande partie de l'épaisse couche de glace qui recouvrait la Terre et permettant l'apparition des premiers organismes multicellulaires et des plantes plus complexes. C'est ainsi que tout a commencé à évoluer. Durant le milliard d'années qui suivirent, la vie sur Terre est devenue de plus en plus diversifiée. Mais surtout, un événement majeur s'est produit. La vie a enfin quitté les océans pour conquérir la terre ferme. Au passage, durant la période carbonifère, la planète a connu une ère que l'on pourrait qualifier de zoo sous stéroïdes. Il y a 300 millions d'années, bien avant l'apparition des dinosaures, la Terre grouillait d'insectes et d'araignées géants, dignes des pires films d'horreur. Un climat chaud et humide, combiné à un taux d'oxygène pouvant atteindre 35% dans l'atmosphère, a permis aux anthropodes d'atteindre des tailles inimaginables. Imaginez des libellules dont l'envergure frôlait le mètre, ou des mille-pattes géants de 2,5 mètres de long rampant sur le sol, bien loin de ce que nous connaissons aujourd'hui. Les araignées de l'époque étaient aussi grosses que des chats,
de quoi faire frissonner même les chercheurs les plus courageux. En somme, les formes de vie terrestres semblaient tout droit sorties d'un film de science-fiction, mais sans effets spéciaux, ni bouton pause. Et il ne faut pas oublier que les continents aussi étaient en perpétuel mouvement. Il y a environ 750 millions d'années, le supercontinent Rodinia a commencé à se fragmenter. Ces morceaux ont dérivé sur les océans avant de se rassembler à nouveau pour former un nouveau supercontinent, la Pangée primitive ou Pannotia. Mais Pannotia s'était aussi disloqué. Ces fragments, en dérivant et en entrant en collision, ont formé de nouvelles chaînes de montagnes. Puis, il y a environ 335 millions d'années, les fragments de continents en dérive se sont réunis une fois de plus pour donner naissance à un supercontinent géant, la Pangée. Ce gigantesque bloc de terre allait plus tard se scinder pour former les continents que nous connaissons aujourd'hui. L'Afrique, l'Eurasie, les Amériques du Nord et du Sud. L'extinction massive du Permien. Tout le monde, même les enfants, sait à peu près pourquoi les dinosaures ont disparu. On attribue généralement leur extinction à l'impact d'un gigantesque astéroïde sur la Terre. Les scientifiques ont même identifié avec précision le cratère de cet impact, situé dans la région du golfe du Mexique. En revanche, très peu de gens connaissent la grande extinction du Permien, survenue à la frontière entre l'ère paléozoïque et l'ère mésozoïque. Et pourtant, il s'agit de la plus grande des 5 extinctions massives officiellement reconnues dans toute l'histoire de la Terre. On dit souvent que, si les dinosaures n'avaient pas disparu, l'humanité n'aurait peut-être jamais vu le jour. Mais en réalité, sans l'extinction du Permien, les dinosaures eux-mêmes n'auraient sans doute jamais existé. Et pourtant, à cette époque-là, rien ne laissait présager une nouvelle catastrophe planétaire. Au cours du Permien, les sauropsides, ancêtres des reptiles actuels, et les synapsides, ancêtres des mammifères, s'étaient largement répandus sur Terre pendant quelques 40 millions d'années. Du côté des synapsides, on peut même dire qu'ils avaient commencé à poser les bases d'une évolution vers une forme de vie intelligente. Mais cette évolution ne s'est jamais concrétisée. Autrement dit, si Homo sapiens existe aujourd'hui, ce n'est pas seulement grâce à la disparition des dinosaures, mais aussi à l'extinction du Permien. Cette époque lointaine, bien avant l'apparition des dinosaures, favorisait l'évolution de la faune et de la flore, mais elle restait absolument invivable pour l'être humain. C'était même tout le contraire. Le climat y était globalement sec, avec de fortes disparités selon les régions, ce qui le rendait d'ailleurs un peu comparable à celui que nous connaissons aujourd'hui. Mais la composition de l'atmosphère, elle, aurait été insupportable pour nous. La concentration d'oxygène dépassait certes celle d'aujourd'hui d'environ 1%, mais le dioxyde de carbone atteignait un niveau 3 fois plus élevé que le nôtre. Une telle atmosphère nous aurait provoqué bien pire qu'un simple mal de tête. On aurait perdu connaissance sous l'effet d'un empoisonnement aigu. À la toute fin du Permien, le taux de dioxyde de carbone était même 12 fois plus élevé qu'à notre époque. Bien sûr, les sous-mariniers allemands étaient habitués à ce genre de concentration de CO2. Peut-être que nous aussi, nous aurions pu nous y adapter. Mais à quel prix ? Cela dit, s'adapter aux animaux de l'époque aurait été encore bien plus difficile. Les mers regorgeaient alors de requins géants et de poissons osseux monstrueux. Sur la terre ferme, on trouvait de petits mammifères, de grands herbivores comme le Scutosaurus, ainsi que le redoutable Gorgonops, un lointain parent des mammifères actuels. Le Gorgonops avait l'apparence d'un croisement entre un chien et un dinosaure, mais il combinait la dangerosité d'un molosse et d'un tyrannosaure. Il ressemblait à un chien, mais en version géante et nue, atteignant 3 mètres de long. De sa gueule jaillissaient d'énormes crocs semblables à des sabres, aussi longs qu'affûtés. Survivre à une rencontre avec un tel prédateur relevait de l'impossible. Et pourtant, les scientifiques le considèrent comme un ancêtre des mammifères, ce qui en fait quelque part un très lointain cousin de l'être humain. Hélas, ces créatures redoutables ont toutes disparu à la fin du Permien. Selon les paléontologues, cette extinction massive aurait fait disparaître 96% des espèces marines. Sur la terre ferme, les ravages furent pires encore. C'est la seule extinction de l'histoire de la Terre où même les insectes n'ont pas été épargnés. Jusqu'à 80% des espèces d'insectes ont été rayées de la carte.
Environ 70% des vertébrés terrestres, dont les gorgonops, se sont également éteints. D'un point de vue géologique, cette extinction s'est produite en un laps de temps très court, entre 60 000 et 200 000 ans. D'après les scientifiques, la principale cause en serait les éruptions volcaniques massives qui ont libéré d'immenses flots de lave basaltique. Ces coulées ont formé ce que l'on appelle aujourd'hui les trappes de Sibérie. Les éruptions successives ont libéré des millions de tonnes de dioxyde de soufre et de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, provoquant la contamination des océans par des composés soufrés. Résultat, la température terrestre a grimpé en flèche et la concentration en CO2 est passée de 400 ppm à 2500 ppm. Tous ces événements se sont produits à la frontière entre le Permien et le Trias, juste avant l'arrivée des dinosaures. En d'autres termes, c'est cette extinction du Permien qui a préparé le terrain pour l'avènement des grands dinosaures herbivores et carnivores. Et peut-être, qui sait, que ces dinosaures n'étaient pas si terrifiants en comparaison des monstres qui les avaient précédés. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à mettre un pouce bleu et à la partager sur vos réseaux sociaux. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle exploration. Au revoir!